Le 15 décembre 1966, sous une pluie californienne à Holmby Hills, Walter Elias Disney s'éteignait dans une chambre de l'hôpital Saint-Joseph, face au studio qu'il avait érigé. Il avait alors 65 ans. 10 jours avant, il avait fêté son ultime anniversaire. Le cancer, qui ravageait son organisme, ne lui laissait plus de temps pour rêver. Ailleurs, dans la vaste cité, dans un quartier prestigieux de Los Angeles, sa demeure restait silencieuse. Au 355 North Carolwood Drive, Walt Disney avait connu ses années les plus heureuses, vu ses filles s'épanouir, et conçu un chemin de fer miniature inspirant le plus grandiose parc à thème. Là, Liliane continuerait d'y veiller pendant 31 ans, protégeant leurs souvenirs. Mais ce matin de décembre, alors que la nouvelle de la mort de l'homme qui avait créé Mickey Mouse se propageait, cette résidence de Carolwood prenait une autre signification. Elle devint monument, capsule temporelle, puis, avec le temps, l'écho fantomatique de tout ce qu'il avait cru réalisable. Pour saisir l'essence de l'homme, il faut remonter 60 ans, jusqu'à une modeste ferme du Missouri. En 1906, Walt, alors âgé d'à peine 4 ans, quitta Chicago avec les siens pour une propriété agricole de 45 acres près de Marceline. Son père, Elias Disney, un homme austère, las de l'existence citadine et de la criminalité menaçant ses enfants, le décida à élever sa famille dans un lieu sûr, simple, où régnaient les valeurs du labeur et des grands espaces. Pour le jeune Walt, ses années à Marceline furent enchantées. Ses frères aînés, Herbert, Raymond et Roy, aidaient leur père au champ, mais Walt, trop jeune, était dispensé des travaux physiques. On lui confiait plutôt la garde de sa petite sœur, Ruth, mission qu'il accomplissait sous les ramures d'un peuplier deltoïde monumental en bordure de la propriété. Cet arbre, il l'avait surnommé « l'arbre des rêves ». Assis à son ombre, Walt croquait les lapins, écureuils et souris des champs qui s'y aventuraient. Il se souviendrait plus tard des jours propices à Marceline, où une jeune biche se montrait en lisière de la prairie. Je pouvais toujours compter sur les lapins, les écureuils et les souris des champs, confiait-il. Et les bons jours, c'est parfois un faon, un Bambi, qui passait par là. C'est à Marceline que Walt découvrit sa passion pour le dessin. Le docteur Sherwood, voisin, remarqua son don et le rémunéra pour le portrait de son cheval, sa première rétribution artistique. Mais Marceline fut aussi le lieu d'une autre révélation majeure, influençant profondément ses aspirations futures. Les trains. Près de la ferme familiale, la ligne de chemin de fer Atchison-Topeka-Santa Fe permettait à Walt d'entendre les locomotives filer bruyamment, leurs sifflets déchirant l'air du Missouri comme un appel irrésistible à l'aventure. Il apprit que son cousin paternel était mécanicien sur la ligne principale. Captivé, il observait au bord des voies ces colossales machines d'acier passer en grondant, la terre tremblant sous ses pas. Un désir ardent de mouvement, d'évolution, l'attrait romanesque des voyages s'éveillait alors en lui. Mais le paradis n'est pas éternel. En 1911, alors que Walt avait 9 ans, la santé de son père déclina. La ferme, peu rentable, ne pouvant plus être travaillée par Elias, la famille vendit ses biens et déménagea à Kansas City. L'enfance de Walt à Marceline était révolue, mais il en conserverait les souvenirs pour le restant de ses jours. « Plus d'événements marquants se sont produits pour moi à Marceline », écrivit-il plus tard, « qu'il n'en est advenu depuis, ou qu'il n'en adviendra probablement à l'avenir. À Kansas City, la vie se fit plus rude. Elias acquit un circuit de distribution de journaux, contraignant ses jeunes fils à se lever avant l'aube pour livrer les quotidiens, bravant intempéries et froid rigoureux. Walt n'avait que 9 ans quand il débuta cette besogne éreintante. Il confierait plus tard que ses habitudes et aspirations d'adulte, comme la discipline, la ténacité, le dépassement de soi et les rêves, prenaient racine dans ces années difficiles. Pourtant, même arpentant les rues glacées, les paquets de journaux sur le dos, Walt ne cessa jamais d'imaginer.
Il suivait des cours de dessin dès que possible, esquissait des caricatures pour le journal de son école, et n'oublia jamais l'enfant qui, sous un peuplier deltoïde, croquait des lapins et rêvait de trains. Au début de la Première Guerre mondiale, Walt, trop jeune pour s'engager dans l'armée à 16 ans, trouvait l'idée de rester passif insupportable. Il falsifia son âge pour rejoindre la Croix-Rouge comme conducteur d'ambulance et fut envoyé en France en 1918. Contrairement à ses pairs au camouflage standard, Walt recouvrait son ambulance de dessins humoristiques. Personnages improvisés, visages loufoques, créatures imaginaires. Le rire de son entourage lui révéla alors, pour la première fois, que son art pouvait apporter de la joie à ceux qui en avaient désespérément besoin. De retour à Kansas City après la guerre, Walt débuta comme dessinateur. Il travailla pour des agences de publicité, réalisa de courts films d'animation, puis fonda le Lophogram Studio. Un échec retentissant le mena à la faillite. En 1923, avec $40 et une valise d'espoir, Walt partit pour la Californie. À Los Angeles, seule son ambition dévorante lui servait de richesse. Il installa un studio d'animation rudimentaire dans le garage loué de son oncle. Son frère Roy, établi à l'ouest pour sa santé, accepta de l'épauler commercialement. Ensemble, dans un modeste bureau de Kingswell Avenue, ils fondèrent le Disney Brothers Cartoon Studio. De ses deux frères, de quelques crayons et d'une conviction inébranlable, naquit l'entreprise qui deviendrait le plus puissant empire du divertissement de l'histoire. C'est alors que Walt rencontra Lillian Marie Bounds. Originaire de l'Idaho, elle avait emménagé à Los Angeles chez sa sœur après le décès de leur père. En 1924, elle postula comme artiste à l'encre et à la couleur au studio Disney. Walt m'entrevit et l'engagea sur le champ. Il omit de lui avouer qu'il était déjà éperdument amoureux. À l'époque, Walt raccompagnait souvent les collaboratrices travaillant tard. Par un curieux stratagème, il s'arrangeait toujours pour déposer Lillian en dernier, bien qu'elle habitât le plus près du studio. Lillian mit plusieurs mois à comprendre son manège. Quand elle comprit, elle trouva cela des plus charmants. Cet homme jeune, déterminé, intense, si absorbé par son travail qu'il semblait ignorer le monde, trouvait pourtant des prétextes pour passer des instants supplémentaires avec elle chaque soir. Walt s'était promis solennellement de ne se marier qu'après 25 ans et $10 000 épargnés. Son attachement pour Lillian s'approfondissant, l'attente devint intolérable. Le 13 juillet 1925, ils s'unirent lors d'une cérémonie intime à Lewiston, dans l'Idaho, chez le frère de Lillian. Walt, 23 ans, épousait Lillian, 26 ans, un âge qu'elle cacha toute sa vie. Les premières années furent difficiles. Le studio peinait. Walt travaillait sans relâche, dormant peu sur un lit de camp dans son bureau. Lillian devint plus qu'une épouse, secrétaire, confidente et pilier. Elle le confrontait si ses décisions lui semblaient erronées, le soutenant indéfectiblement quand tous l'abandonnaient. En 1928, lors d'un trajet ferroviaire New York-Californie, Lillian lui donna un conseil décisif. Walt venait de perdre les droits d'Oswald, son premier succès, son distributeur ayant subtilisé personnages et équipe. Pendant ce retour, Walt esquissa une souris, qu'il pensait nommer Mortimer. Lillian objecta. Trop mélancolique. Pourquoi ne l'appelleriez-vous pas Mickey ? Ainsi naquit Mickey Mouse, nommé par cette femme de l'Idaho, osant contredire son époux par amour. Les décennies suivantes virent une ascension fulgurante, dépassant les rêves de Walt. Mickey Mouse devint un phénomène planétaire. Blanche-Neige et les Sept Nains, dévoilé en 1937, démontra que l'animation rivalisait avec les grandes productions hollywoodiennes. Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi. Chaque œuvre repoussa les frontières de l'animation. Au cœur de cette créativité,
Walt et Lillian fondèrent une famille. Leur fille Diane naquit le 18 décembre 1933. Après plusieurs fausses couches, ils adoptèrent Sharon, née le 31 décembre 1936. Walt chérissait ses fillettes, leur consacrant du temps malgré les exigences du studio. Les samedis, jour de papa, il emmenait Diane et Sharon au parc Griffith, où, assis sur un banc, il grignotait des cacahuètes pendant qu'elles s'amusaient. Là, en solitaire, il ressentit le besoin de créer un parc familial où parents et enfants pourraient s'amuser ensemble. À la fin des années 1940, la famille Disney résidait à Los Feliz, Los Angeles. Créateur insatiable, Walt nourrissait déjà des ambitions plus vastes. Pour ses filles qui atteignaient l'adolescence, Walt aspirait à un cadre plus vaste, davantage d'intimité, un havre pour leur épanouissement. Mais une autre inclination le happait, la passion des trains, profondément ancrée depuis son enfance à Marceline, et jamais éteinte. Vers la fin des années 40, son animateur, Ward Kimball, devenu un ami proche, possédait une authentique locomotive à vapeur, grandeur réelle, dans son jardin. Walt fut immédiatement captivé. Il retournait inlassablement chez Kimball, observant les machines à vapeur parcourir le terrain, écoutant la décompression sifflante et le bruit des roues. En 1948, Kimball convia Walt à la grande foire ferroviaire de Chicago. Au milieu de cette impressionnante collection de locomotives, Walt prit une résolution qui allait transformer son existence. Il érigerait son propre réseau ferré. Mais pour cela, il lui fallait d'abord acquérir le site adéquat. En 1949, Lillian prit contact avec Harold Jens, un promoteur immobilier, pour acquérir une parcelle dans son nouveau lotissement, Holmby Hills. Ce quartier comptait parmi les plus huppés de Los Angeles, élégamment dissimulé entre Bel Air et Beverly Hills. La propriété, d'environ 2 hectares de collines douces et d'arbres majestueux, offrait un espace suffisant pour une demeure, une piscine et le projet que Walt esquissait déjà. Les époux Disney réglèrent l'acquisition du terrain et mandatèrent l'architecte James Dolina. Une habitation de conception contemporaine, à paliers multiples, couvrant environ 511 mètres carrés et comptant 17 pièces, fut dessinée. Néanmoins, ce qui conférait à cette propriété son caractère unique tenait moins à la bâtisse qu'aux aménagements que Walt projetait pour son arrière-cour. Il avait en tête un parcours ferroviaire d'approximativement 800 mètres, une locomotive à vapeur pleinement opérationnelle, une grange rouge répliquant celle de la ferme de Marceline, ainsi qu'un atelier personnel. L'atelier serait un sanctuaire, loin de l'agitation des studios, pour créer de ses propres mains. Lillian, pour sa part, ne cachait pas son manque d'enthousiasme. Elle avait ses propres dessins pour l'arrière-cour. De magnifiques jardins, des parterres fleuris, des zones dédiées aux réceptions amicales et à ses traditionnelles parties de cartes hebdomadaires. L'éventualité qu'un réseau ferroviaire miniature serpente au beau milieu de ces aménagements ne la comblait guère de joie. Mais Walt était d'une détermination inébranlable, et lorsqu'il fixait son objectif, rares étaient les obstacles capables de contrecarrer ses desseins. S'ensuivit l'une des tractations conjugales les plus singulières et adorables. Walt chargea l'avocat de son studio de préparer un acte juridique, une convention de droit de passage. Ce document officiel énonçait que Walter E. Disney s'apprêtait à détenir l'entière propriété d'une compagnie ferroviaire, le chemin de fer Walt Disney. Ce document légal, préparé avec humour, officialisait son droit de construire et d'opérer cette ligne sur leur domaine familial, exigeant l'accord formel de toutes les personnes concernées. Il soulignait l'affection, la compréhension mutuelle et la confiance au sein de la famille, un état que chacun tenait à préserver. Lillian y apposa sa signature. Diane et Sharon en furent les témoins. Ainsi, Walt obtint son chemin de fer miniature, mais dut faire des concessions. Lillian désirait un jardin fleuri à un endroit bien précis. Or, le tracé initial des rails de Walt
devait traverser cet emplacement. Il repensa le plan, intégrant un tunnel courbé de 27 mètres de long, destiné à passer sous le futur jardin de son épouse. Un entrepreneur suggéra qu'il serait plus économique de creuser le tunnel en ligne droite. Walt, amusé, rétorqua : « Diable, ce serait bien plus économique de ne rien faire du tout. » Les travaux débutèrent en 1950. La famille Disney s'installa officiellement dans sa nouvelle demeure, au 355 North Carolwood Drive, en février de cette même année. Presque aussitôt, Walt se consacra corps et âme à l'édification de son chemin de fer. Il le nomma le Carolwood Pacific Railroad, en référence à leur rue. Ses initiales coïncidaient étonnamment avec celles du Central Pacific Railroad, compagnie ayant contribué à l'achèvement du premier chemin de fer transcontinental en 1869. Cette heureuse concordance ravit Walt. Au studio Walt Disney, Roger Broggie, contremaître de l'atelier mécanique, fut chargé de construire la locomotive. Walt avait été séduit par la maquette d'un train exposée sur la cheminée de Gerald Best, un historien ferroviaire, appréciant sa conception. Cette maquette s'inspirait des plans du modèle numéro 173 de la Central Pacific, une locomotive à vapeur rénovée en 1872. Broggie et son équipe entreprirent d'agrandir ces schémas pour fabriquer une locomotive fonctionnelle à l'échelle d'un 8e. Walt ne se satisfaisait pas d'une simple supervision. Il aspirait à la construire de ses propres mains. Chaque soir, après sa journée de travail, il rejoignait l'atelier pour acquérir les compétences nécessaires. Travail du métal, menuiserie, usinage. Il façonna lui-même la cheminée et le phare de l'engin, ainsi que la cabine en bois, entièrement son œuvre. C'était un ouvrage exigeant et minutieux, et Walt en savoura chaque instant. Plus tard, il confiait : « Quand j'avais mal à la tête et que je descendais à l'atelier, la douleur s'évanouissait et je me sentais parfaitement bien. » La locomotive fut achevée la veille de Noël 1949. Walt lui attribua un nom, gage de paix et éclatante déclaration d'amour. Le soir de Noël 1949, en cadeau à son épouse, Walt baptisa sa nouvelle locomotive la Lily-Bell. Liliane fut profondément émue. Si l'idée d'un chemin de fer dans son jardin ne l'enchantait pas pleinement, comment aurait-elle pu refuser un train portant son propre nom ? C'était une manœuvre si typique de Walt, grandiose, romantique, et toujours teintée d'une subtile persuasion. L'homme savait charmer son entourage. La Lily-Bell effectua ses premiers tours de roue lors de la fête de Noël des studios cette année-là, traçant une petite boucle sous les acclamations. Mais sa véritable inauguration eut lieu le 7 mai 1950, lorsque la locomotive parcourut l'intégralité du Carolwood Pacific, achevé chez Walt. Le tracé, extraordinaire, comptait 2600 pieds de voie à l'écartement de 7 pouces et un quart, serpentant sur la propriété. Il intégrait 11 aiguillages, des pentes, des ponts, un viaduc et un remblai surélevé épousant le paysage. Sans oublier, bien sûr, le tunnel de 90 pieds sous le jardin floral de Liliane. Prouesse d'ingénierie, la Lily-Bell pesait environ 250 livres et pouvait tracter un convoi de 12 passagers adultes. Son tender contenait 3,5 gallons d'eau et 10 livres de charbon, concassés à l'échelle. En marche, une vapeur réelle s'échappait de sa cheminée, de véritables étincelles jaillissaient de ses roues. Loin d'être un simple jouet, c'était une pièce fonctionnelle de l'histoire ferroviaire, miniaturisée pour un jardin de banlieue. Walt érigea aussi une grange rouge, à la fois atelier et poste de commande pour le rail. Son design s'inspirait de celle de la ferme familiale de Marceline, où il avait jadis monté un cirque avec des animaux costumés. À l'intérieur, il installa l'équipement pour surveiller et opérer le réseau. Mais la grange devint plus qu'une salle de contrôle. Elle se transforma en sanctuaire pour Walt, son refuge, l'endroit où redevenir un enfant, jouer avec les trains, rêver d'aventure. La renommée du Carolwood Pacific se propagea vite au-delà d'Hollywood. Magazines et reportages furent consacrés à ce chemin de fer miniature. Des visiteurs affluaient de partout. Walt, hôte gracieux,
conviait ses invités à monter à bord, leur permettant parfois de conduire. Célébrités, politiques, animateurs et passionnés de rails effectuaient tous ce pèlerinage à Carolwood Drive. Le week-end, la maison bourdonnait d'activités. Le sifflement de la vapeur résonnait dans le quartier. Les enfants poussaient des cris de joie, emportés par la Lilybelle à travers tunnels et viaducs. Pendant 3 ans, le Carolwood Pacific fut le cœur battant de la demeure des Disney. Après des journées intenses et créatives au studio, Walt se réfugiait dans son monde ferroviaire. Faire fonctionner ses trains lui offrait une échappatoire, purifiant son esprit. La construction de wagons et d'accessoires comblait son impérieux besoin de créer. Partager cette passion lui rappelait le fondement de son engagement initial dans le divertissement: apporter la joie. Pourtant, comme Walt l'avait appris à Marceline bien des années auparavant, même le paradis n'est jamais éternel. À l'intérieur, la vie suivait son cours avec une régularité apaisante. Les Disney avaient bâti quelque chose de rare à Hollywood, un foyer stable et empreint d'amour. Là où d'autres dirigeants s'épuisaient dans les scandales et les extravagances, Walt et Lillian cultivaient une dévotion mutuelle et une affection profonde pour leurs 2 filles. Chaque soir, le dîner était servi à 7h30 et Walt tenait à y être présent. Même durant les productions les plus exigeantes, il rentrait à temps pour ce repas familial. Plus tard, leurs filles ayant pris leur envol, Walt et Lillian continuaient à dîner devant la télévision, regardant leurs émissions préférées. Ils formaient un couple profondément uni, un mariage hollywoodien qui, contre toute attente, fonctionnait véritablement. La résidence de Carolwood devint un lieu de ralliement privilégié pour les amis et la famille. Les jardins fleuris de Lillian, défendus avec ardeur contre les incursions des trains de Walt, s'épanouissaient avec une splendeur inégalée. Elle avait sollicité l'expertise des horticulteurs Jack et Bill Evans, qui allaient concevoir plus tard l'aménagement paysager de la célèbre Jungle Cruise à Disneyland. Les terrains étaient magnifiques, alliant l'art du jardin classique et la splendeur naturelle de la Californie. Quand Walt n'était pas occupé avec ses locomotives, il parcourait la propriété en compagnie de Lillian, élaborant des projets ou savourant la quiétude de leur havre personnel. La maison reflétait leur personnalité distincte. Le bureau de Walt et son hangar ferroviaire constituaient son territoire exclusif, regorgeant de plans, d'outils et de locomotives miniatures à divers stades d'assemblage. Les espaces conçus par Lillian, eux, se distinguaient par leur élégance et leur chaleur, idéales pour les soirées de cartes qu'elle affectionnait tant. Une chambre avait été convertie en salle de projection privée, où Walt pouvait visionner les rushs quotidiens du studio. C'est là qu'il examina le métrage du Chant du Sud, son tout premier long métrage en prise de vue réelle. Bien que de dimension modeste, cette salle offrait un confort remarquable, agrémenté de sièges moelleux et d'un équipement de projection ultra-moderne. Walt organisait parfois des projections privées dans sa résidence de Carolwood, transformée en cinéma intime. Pourtant, la véritable passion de Walt restait le Carolwood Pacific, malgré la splendeur du domaine. Il y investissait une énergie et une dévotion incomprises de ses intimes. Plus qu'un passe-temps, c'était une thérapie, une échappatoire aux contraintes d'un studio gérant des milliers de personnes et produisant des œuvres pour des millions. Sur le tender de la Lilybelle, traversant le jardin, il n'était plus le PDG d'une entreprise gigantesque. Il redevenait l'homme avec son train, le jeune garçon de Marceline qui n'avait jamais cessé de rêver. Début 1953, la catastrophe survint. Un invité, aux commandes de la Lilybelle, dérailla la locomotive en abordant un virage trop vite. Le sifflet se brisa, libérant un puissant jet de vapeur brûlante à travers le sol. Une fillette de 5 ans traversa ce jet avant que quiconque ne puisse l'arrêter, subissant de légères brûlures aux jambes. Heureusement, ses blessures n'étaient pas graves et l'enfant se remit vite. Pour Walt, cet événement changea tout. L'idée d'avoir blessé une enfant, même minimement,
lui était insupportable, lui qui avait conçu le Carolwood Pacific pour la joie. Quelques jours plus tard, il prit une décision irrévocable: démanteler la voie ferrée. Fini les visiteurs, les festivités, les enfants s'aventurant dans les tunnels et sur les ponts. La Lilybelle fut emballée et entreposée à l'atelier du studio. Les rails, en place plusieurs années, ne virent plus aucun train. La grange, vide, n'était plus qu'une bâtisse ordinaire. Le rêve semblait avoir pris fin. Pourtant, Walt Disney n'était pas homme à laisser un rêve s'éteindre. Même en arrêtant son chemin de fer miniature, son esprit s'élançait vers une vision bien plus vaste. Une vision amplifiant 1000 fois les enseignements du Carolwood Pacific. Après des années passées à observer ses filles sur un carrousel, il rêvait d'un lieu où les familles partageraient des aventures communes. Désormais, il visualisait cet endroit clairement: des trains, de la magie. Cela s'appellerait Disneyland. Ce qui aurait pu être interprété comme la fin d'une ère, marquée par la fermeture du domaine familial de Walt Disney, de sa résidence de Carolwood, et par le démantèlement du chemin de fer Carolwood Pacific, n'était en réalité qu'un prélude, bien loin de sonner le glas des ambitions de Walt. Tandis qu'il rangeait la locomotive Lilybelle et que les rails de son jardin s'immobilisaient, son esprit était déjà en pleine effervescence, concevant une entreprise d'une ampleur sans précédent. Chaque enseignement, tiré de son réseau ferroviaire miniature, chaque instant de bonheur procuré par la vue d'enfants s'émerveillant sur sa propriété, chaque obstacle technique franchi, tout s'emmagasinait, formant un socle pour un projet destiné à révolutionner durablement le monde du divertissement. Cette idée avait germé dans l'esprit de Walt depuis plusieurs années. L'étincelle s'était allumée lors de ces après-midi du samedi à Griffith Park, où il s'asseyait sur un banc, observant Diane et Sharon s'amuser sur le carrousel. Il constatait l'état déplorable des parcs d'attractions de son temps. Des infrastructures vieillissantes, des peintures écaillées, des opérateurs souvent las et des attractions qui, loin de rassembler les familles, semblaient les diviser. Une interrogation fondamentale l'habitait. Pourquoi n'existerait-il pas un endroit où parents et enfants pourraient partager ensemble des moments de pure joie? Un lieu immaculé, splendide et débordant de merveilles. La réponse, il en était désormais convaincu, se nommerait Disneyland. Au cours des premières esquisses, Walt avait effectivement envisagé de transférer son Carolwood Pacific Railroad dans le futur parc. Une conception initiale dépeignait la Lilybelle, transportant des visiteurs à travers des maquettes de villes et de paysages, prolongeant directement ce qu'il avait créé dans son jardin. Cependant, à mesure que le projet mûrissait, Walt comprit qu'une échelle bien supérieure était nécessaire. Le chemin de fer de Disneyland ne serait pas un modèle réduit. Il deviendrait un véritable train à vapeur à voie étroite, encerclant le parc dans sa totalité, instaurant ainsi une démarcation entre l'univers magique intérieur et le monde réel extérieur. Roger Broggie, l'homme qui avait déjà contribué à l'élaboration de la Lilybelle, fut chargé de la supervision des nouvelles locomotives. Il adapta les plans originaux du train de Walt, les agrandissant pour donner naissance à des machines fonctionnelles de taille réelle. La première locomotive, baptisée le CK Holiday, présentait une ressemblance frappante avec la Lilybelle. C'était comme si le rêve du jardin de Walt avait mûri et s'était transporté à Anaheim. Disneyland ouvrit ses portes le 17 juillet 1955. L'inauguration fut tumultueuse, entachée de pannes techniques et d'une affluence massive. Pourtant, dès le premier jour, le chemin de fer de Disneyland s'imposa comme l'une des attractions les plus populaires et les plus affectionnées du parc. Les visiteurs pouvaient y monter à la gare de Main Street pour entreprendre un grand tour circulaire à travers l'ensemble du royaume enchanté. Pendant leur voyage, les passagers étaient immergés dans des décors évoquant l'univers enchanté de Carolwood. Tunnels sinueux, ponts élégants, paysages méticuleusement agencés, pour une dimension onirique. Malgré son implication dans toutes les facettes de l'élaboration de Disneyland, Walt revenait toujours au train. Pour lui, ces machines incarnaient plus qu'une simple attraction. Elles représentaient sa vive passion, une source de réconfort profond,
et un lien indéfectible avec son enfance. Il n'était pas rare de le voir aux premières lueurs de l'aube, avant l'ouverture du parc, à bord de ses locomotives, rêvant d'innovations futures. Ce chemin de fer n'était pas une simple distraction. Il pulsait comme le cœur vibrant du royaume, traçant la ligne invisible où la magie prenait vie. À Carolwood Drive, la vie suivait une nouvelle cadence. Les rails, désertés, serpentaient toujours sur le terrain. Walt avait retiré la cloche de sa locomotive, mais ne pouvait se résoudre à démanteler les voies. Elles subsistaient, témoignage silencieux d'un passé révolu et promesse tacite d'un retour éventuel. Les jardins de Liliane s'épanouissaient. Le tunnel, sujet de tant de pourparlers, traversait toujours l'espace fleuri, vide, mais demeurait structurellement intact. Les années 1950 et le début des années 60 marquèrent une période de triomphe éclatant pour Walt Disney. Disneyland dépassa toutes les projections. Les studios produisirent des œuvres cinématographiques intemporelles telles que La Belle au bois dormant et Les 101 Dalmatiens. Walt s'aventura à la télévision, ses émissions faisant pénétrer son nom dans les foyers américains. Les récompenses de l'Académie se succédèrent, lui valant 22 Oscars, un record absolu pour une seule personne. Malgré cette ascension fulgurante, Carolwood restait son havre de paix inviolable. En 1955, Walt et Liliane célébrèrent leur 30e anniversaire de mariage par une réception à Disneyland, quelques jours avant son ouverture officielle. 300 amis se réunirent à Frontierland, profitant d'une promenade sur le Mark Twain et assistant au spectacle du Golden Horseshoe Saloon. À l'issue de la soirée, Walt monta sur scène pour esquisser quelques pas de danse avec Liliane, au son de l'orchestre. Leur fille Diane affirma n'avoir jamais vu son père aussi joyeux. Carolwood restait le foyer où Walt retrouvait chaque soir le repos, après les journées exténuantes dédiées à l'édification de son empire. C'est chez lui qu'il dévorait scénarios et storyboards, qu'il s'amusait avec ses petits-enfants et que, le soir, après le repas, Liliane et lui regardaient la télévision. Leur complicité était le fruit d'une union qui avait traversé misère et réussite, victoire et peine profonde. Un mariage de décennies d'ambition et de quiétude méritée. Au milieu des années 60, Walt était au sommet de son activité. Il pilotait l'édification d'un second Disneyland en Floride, plus grandiose encore que le premier, et concevait une station de sport d'hiver dans la Sierra Nevada. À Anaheim, il prévoyait des agrandissements majeurs du Disneyland existant. Mais l'épine dorsale de son projet floridien était Epcot, communauté expérimentale prototype de demain. L'ambition dépassait un simple parc d'attractions. Il s'agissait de créer une véritable cité-laboratoire où s'expérimenteraient les avancées urbanistiques et technologiques. Walt était convaincu que ce concept révolutionnerait le quotidien de ses habitants. Mais le temps, qu'il avait toujours cherché à devancer, le rattrapait inexorablement. Depuis son service d'ambulancier en France durant la Première Guerre mondiale, Walt Disney était un fumeur invétéré. Il grillait sans cesse plusieurs paquets par jour, sans filtre. Des années auparavant, des blessures au cou et à la colonne vertébrale subies au polo lui causaient déjà des douleurs persistantes. À l'automne de 1966, ces maux s'aggravèrent. Début novembre, Walt se rendit à l'hôpital Saint-Joseph, pensant subir une chirurgie cervicale de routine pour soulager une douleur intolérable au cou et la pression sur sa colonne vertébrale. Mais l'examen préopératoire révéla une réalité terrifiante. Une tumeur, de la taille d'une noix, dans son poumon gauche. Son extraction immédiate était impérative. Le 6 novembre 1966, les chirurgiens lui retirèrent la majeure partie du poumon gauche. L'opération fut lourde, mais Walt ne s'inquiétait que de l'impact sur sa respiration, ignorant la gravité réelle. Après l'intervention, les médecins informèrent Liliane en privé d'une nouvelle dévastatrice. Le cancer avait déjà métastasé aux ganglions lymphatiques et à d'autres organes. Walt n'avait plus qu'une espérance de vie de 6 mois à 2 ans.
La famille décida de ne pas lui révéler toute la vérité, espérant que les traitements ralentiraient la maladie et lui offriraient un sursis. La thérapie au cobalt fut initiée sans délai. Ces traitements, loin d'apporter un soulagement, l'affaiblissaient profondément et le submergeaient de fatigue. Il peinait à reprendre ses activités professionnelles. Même un dîner familial de Thanksgiving exigeait un effort surhumain. L'homme à l'énergie inépuisable, bâtisseur d'un empire par sa volonté de faire, s'éteignait inéluctablement. Ces dernières semaines furent une navette constante entre l'hôpital et sa demeure de Carolwood Drive. Chez lui, le repos restait souvent illusoire. Son regard se perdait dans l'immensité des jardins que Lillian entretenait depuis près de 2 décennies. Son esprit, tourné vers Epcot, esquissait des idées sur toute feuille de papier à portée de main. Malgré la défaillance de son corps, il refusait obstinément d'abandonner ses rêves. Le 30 novembre, Walt fut réadmis à l'hôpital Saint-Joseph. Son état s'était aggravé. Faiblesse, confusion intermittente et difficulté à s'alimenter marquaient son quotidien. Pourtant, l'impulsion créatrice ne le quitta pas. Selon des témoignages, Walt passa des heures avec son frère Roy, désignant les dalles du plafond de sa chambre d'hôpital comme grille pour élaborer les plans de son projet floridien. Il dessinait littéralement Epcot sur son lit de mort. Le matin du 15 décembre 1966, 10 jours après son 65e anniversaire, Walter Elias Disney s'éteignait d'un arrêt circulatoire aigu provoqué par son cancer du poumon. La nouvelle de son décès fit le tour du monde en quelques heures. Les journaux, ayant jadis mis ses créations à la une, annonçaient sa disparition. À Disneyland, le drapeau fut mis en berne. Au numéro 355 de North Carolwood Drive, Lillian Disney entamait un chapitre de son existence qu'elle vivrait désormais seule. Les obsèques de Walt furent modestes et privées, comme il l'avait toujours souhaité. Il abhorrait les enterrements et les manifestations publiques de deuil. Il fut incinéré 2 jours plus tard, ses cendres déposées au Forest Lawn Memorial Park, à Glendale, en Californie. Aucune cérémonie commémorative publique ne fut organisée. Celui qui avait passé sa vie sous les feux de la rampe choisit de se retirer discrètement. Le monde entier le pleura, en privé comme en public. Les hommages affluèrent de toute l'industrie du divertissement. Le commentateur Eric Sevareid résuma le sentiment de millions. Nous ne reverrons jamais son pareil. Présidents et premiers ministres adressèrent leurs condoléances. Des animateurs et artistes, ayant côtoyé Walt plusieurs décennies, furent submergés d'émotions, incapables de parler. L'homme qui avait offert au monde Mickey Mouse, Blanche-Neige et Disneyland était parti. Au studio, le travail se poursuivit, selon la volonté de Walt. Le film Le Livre de la Jungle était en production. Malgré l'achèvement du film Le plus heureux des milliardaires, l'ambiance était altérée. Le moteur créatif, ayant animé la firme durant 4 décennies, n'était plus là pour arbitrer les choix, exiger l'excellence et concrétiser les visions. Au fil des mois, des rumeurs persistantes émergèrent sur la véritable nature du départ de Walt Disney. La plus tenace affirmait qu'il avait été cryogénisé, son corps scellé dans une enceinte métallique sous Disneyland, attendant que la science puisse vaincre son cancer et le ramener à la vie. Cette allégation se révéla infondée. Sa fille, Diane, démentit catégoriquement. Il n'y a absolument aucune once de vérité dans le bruit selon lequel mon père aurait souhaité être congelé. Son acte de décès confirma son incinération. Ses cendres reposant au cimetière de Forest Lawn, loin des entrailles de l'attraction des Pirates des Caraïbes. Ces supputations révélaient une difficulté plus profonde. Admettre la disparition irrémédiable de Walt Disney, lui qui avait enfanté tant de féerie, dispensé tant d'allégresse et semblait si éternel dans sa vision et son énergie, comment pouvait-il s'éteindre comme un simple mortel ? Le mythe cryogénique offrait une échappatoire, l'espoir que le rêve n'était pas brisé, que Walt sommeillait simplement, attendant son retour. Lillian continua de résider à Carolwood durant 31 ans après le décès de son époux. Elle assista à l'achèvement de Walt Disney World en 1971, projet que son beau-frère Roy concrétisa en hommage à Walt.
Elle assista aussi à l'inauguration d'Epcot en 1982, interprétation de la vision de Walt, qui, s'écartant de ses schémas initiaux, portait néanmoins son empreinte spirituelle. Elle vit l'entreprise de son époux devenir l'un des plus imposants conglomérats de divertissement mondial, et l'aperçut lutter à travers des phases de léthargie créative avant de retrouver son essor. En 1969, 3 ans après le décès de Walt, Lillian se remaria. Son nouveau conjoint, John Trujans, était un développeur immobilier du sud de la Californie. Leur union fut discrète, loin des feux de la rampe. Trujans s'installa à Carrollwood, et ils partagèrent ce foyer jusqu'à son décès en 1981. Par la suite, Lillian se retrouva seule dans cette maison où, avec Walt, elle avait vu grandir leur fille, aménager un réseau ferroviaire miniature et nourri des rêves audacieux. La résidence de Carrollwood subit peu d'altérations durant ces décennies, Lillian n'ayant aucun penchant pour les modifications majeures. Elle veilla sur les jardins et chérissait les souvenirs. Le passage souterrain que Walt avait aménagé sous ses massifs floraux subsistait, bien qu'inutilisé depuis des années. Les rails, retirés en 1964, furent offerts au club des Los Angeles Live Steamers. Cette voûte de pierre demeurait, vestige de l'affection d'un époux et du compromis d'une femme. Au crépuscule de son existence, Lillian embrassa la philanthropie, utilisant le conséquent héritage de Walt pour soutenir des causes qui lui tenaient à cœur. En 1987, elle s'engagea à verser 50 millions de dollars pour la construction du Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. Son achèvement, nécessitant plusieurs années, vit l'ouverture de l'œuvre architecturale de Frank Gehry en 2003. Lillian apporta également son soutien à l'Institut des Arts de Californie, institution que Walt avait contribué à fonder. De plus, en 1996, elle fit un don de 100 000 dollars pour aider la tribu Nez Percé de l'Idaho à racheter des artefacts de ses ancêtres. Ce geste témoignait d'un profond attachement à ses origines, un clin d'œil à l'État qu'il avait vu naître et où elle avait épousé l'homme qui bouleversa sa vie. Lorsqu'on interrogeait sur son mariage, Lillian l'évoquait toujours avec tendresse et gratitude manifeste. « Nous avons partagé une vie merveilleuse et exaltante, et nous en avons savouré chaque instant. Il fut pour moi un époux admirable, un père et un grand-père extraordinaires, emplis de joie. » Ce bref résumé de 41 ans de vie commune saisissait l'essence de leur relation. La leur fut une véritable alliance, un mariage hollywoodien ayant su déjouer les pronostics. Le 15 décembre 1997, jour pour jour 31 ans après le décès de Walt, Lillian Disney fut victime d'un accident vasculaire cérébral dans sa demeure de Carrollwood. Elle s'éteignit le lendemain matin, le 16 décembre, à l'âge de 98 ans. À l'instar de Walt, son corps fut incinéré. Ses cendres reposent à Forest Lawn, juste au-dessous de celles de son époux, les unissant dans la mort, comme ils l'avaient été tout au long de leur existence. Avec le départ de Lillian, le chapitre de la famille Disney à Carrollwood Drive se referma définitivement. La famille céda la propriété en 1998 à Gabriel Brenner, un investisseur qui déboursa environ 8,5 millions de dollars. Brenner nourrissait l'espoir d'élever ses enfants dans la maison où Walt Disney avait vécu. Cependant, l'examen de la bâtisse mit au jour de graves défaillances. Des tuyauteries en plomb, de l'amiante et des dommages structurels accumulés sur près de 50 années. La maison, conclut-il, était irrécupérable. En 2001, Brenner fit raser la demeure originale des Disney et érigea à sa place un somptueux manoir flambant neuf. La nouvelle construction, de 35 000 pieds carrés, représentait plus de 6 fois la superficie de la résidence de Walt et Lillian. La nouvelle résidence de luxe, avec ses 8 chambres, 17 salles de bain, cave à vin, salle de sport, cours de tennis et cinéma privé, ne ressemblait en rien au Carrollwood imaginé par Walt. L'original avait disparu. Lors de la démolition, Brenner en avait conservé quelques éléments. Le portail d'entrée, une partie de la roseraie de Lillian
Et surtout le tunnel. Cet ouvrage incurvé de 90 pieds, bâti par Walt sous les fleurs de son épouse, restait intact sous les nouveaux aménagements. Son accès était marqué par une petite arche de pierre couverte de lierre, où l'année 1950 était gravée. Témoignage silencieux du chemin de fer qui parcourait la propriété et de l'homme visionnaire qui l'avait conçu. Un autre élément fut aussi préservé, mais non par Brenner. Avant la démolition, Diane, la fille aînée de Walt, sauva la Grange Rouge. Ce geste d'amour filial et de conservation permit de sauver un fragment de l'héritage paternel. Avec le concours de la fondation Carol Wood et de l'entrepreneur Bill Abel, la structure fut démontée méticuleusement. Chaque planche fut numérotée, inventoriée puis acheminée au parc Griffith, à Los Angeles, avant d'être remontée au musée du chemin de fer des Los Angeles Live Steamers. Ce travail de titan dura des mois, mais une fois achevé, le refuge de Walt retrouva vie dans un lieu inédit. Aujourd'hui, cet espace est un musée, ouvert au public le 3e dimanche de chaque mois. Les visiteurs peuvent y contempler l'établi, où Walt façonnait les pièces de ses trains miniatures. Ils y observent ses outils, disposés comme s'il venait de les quitter. On peut s'y tenir, là où il trouvait refuge, loin des contraintes de la gestion d'un empire. C'est l'occasion de saisir un fragment tangible de son rêve. La locomotive Lily Bell connut un destin différent. Après des décennies en entrepôt, elle fut restaurée et installée au musée de la famille Walt Disney à San Francisco. Ce musée, créé par Diane Disney Miller, ouvrit en 2009, 43 ans après le décès de son père. La Lily Bell trône dans la galerie 9, entourée de wagons de fret et du fourgon de queue que Walt avait minutieusement fabriqué. L'intérieur du fourgon conserve les détails miniatures qu'il y avait ajoutés, dont un minuscule poêle à bois et un calendrier mural. C'est un hommage éloquent au savoir-faire artisanal, à la patience infinie et à la joie de donner vie à la beauté. En 2014, la propriété de Carol Wood fut de nouveau cédée pour 74 millions de dollars. L'acquéreur était un investisseur international, sensible à l'héritage de Disney. Du chemin de fer miniature de Walt, seule subsiste l'arche de pierre de 1950, ultime trace dans son jardin. Tout le reste, bâti par Walt et Lillian pendant plus de 50 ans, a disparu. Par terre, maison principale, salle de projection de Walt, cuisine de Lillian, et la chambre où elle vécut seule 3 décennies après le décès de son époux, tout s'est évanoui. Chaque élément fut remplacé par une construction plus imposante, plus somptueuse, mais dénuée de sens. L'héritage perdure. Chaque jour, des millions visitent Disneyland et Walt Disney World. Ils embarquent dans les trains imaginés par Walt, dont la lignée remonte au Lily Bell et au Carol Wood Pacific. Ils déambulent sur Main Street USA, fidèle recréation de Marceline, Missouri, ville qui a forgé l'enfance de Walt. Ils s'immergent dans des attractions, simples esquisses sur le bureau de Walt, peaufinées lors de ses soirées à Carol Wood. Son empire s'étend, captivant de nouvelles générations qui, sans l'avoir connu, perçoivent sa présence dans chaque détail conçu. Le Carol Wood Pacific Railroad était plus qu'une distraction. Il a initié une philosophie du divertissement. À travers ses trains de jardin, Walt a compris des vérités. L'importance du parcours autant que de la destination, la nécessité de paysages narratifs et l'apport des détails à la magie. Ces enseignements ont façonné Disneyland et tous les parcs Disney qui ont suivi. Ils ont profondément influencé l'approche de l'entreprise en matière de cinéma, de parcs thématiques et de narration. Walt Disney est mort convaincu que sa plus grande œuvre était à venir. Epcot, sa cité expérimentale, ne vit jamais le jour comme rêvé. Le projet Floride devint un parc d'attractions, loin de la communauté fonctionnelle imaginée. La station de ski en Sierra Nevada fut abandonnée. L'homme, incapable de cesser de rêver, fut arrêté par le temps. C'est peut-être l'essence des vrais visionnaires. Ils regardent au-delà d'une seule vie. Ils sèment des graines dont ils ne verront jamais la floraison. Aujourd'hui, la résidence du 355 North Carol Wood Drive se dresse, radicalement différente de celle érigée par Walt et Lillian. Le tunnel, dissimulé et silencieux, demeure, son arche un discret hommage à une union et à un rêve.
Les voies ferrées ont depuis longtemps disparu, dispersées et données. La grange a été déplacée et transformée en musée. Exposée derrière une vitre à San Francisco, la locomotive, magnifique et silencieuse, ne connaîtra plus jamais l'ardeur du charbon dans ses entrailles, ni le chant du vent dans son sifflet. Pourtant, certains jours, lorsque la lumière filtre délicatement à travers les eucalyptus de Holmby Hills, une autre scène s'évoque. Celle d'un homme décontracté, assis sur le tender d'un train miniature, sillonnant son jardin, tandis que son épouse s'occupait des parterres et ses filles saluaient du perron. La vapeur s'élevant vers le ciel californien, les rires résonnant sur les pelouses taillées avec précision, un créateur épanoui, façonnant la joie méticuleusement. L'homme et la demeure qu'il a érigée ont disparu. Le chemin de fer qu'il affectionnait est éparpillé entre musées et mémoire collective. Mais la magie qu'il a insufflée perdure, transmise par les millions qui fréquentent ses parcs, regardent ses films et osent croire l'impossible. Tel est l'héritage de Walt Disney et la signification de Carolwood, le lieu où ce jeune homme du Missouri a bâti un chemin de fer miniature dans son jardin et y a trouvé la paix. Là, il a vu ses filles s'épanouir en femmes et accueilli ses petits-enfants. Là, qu'il a imaginé le plus grand parc à thème du monde. Là, qu'il rentrait chaque soir auprès de l'épouse qu'il avait aidé à nommer une souris et à forger un empire. Là, qu'il passa ses dernières semaines à rêver de cités qui ne verraient jamais le jour, tendant vers l'avenir, même si son temps s'éteignait. Un endroit n'existant plus que dans les souvenirs, mais quel souvenir impérissable. Les trains ne roulent plus sur Carolwood Drive. Les jardins ont été repensés. La maison où Walt et Lillian vécurent près de 50 ans a été remplacée par une construction plus vaste, dénuée de substance. Mais l'histoire, l'amour, le rêve persistent. Et quelque part, dans un musée de San Francisco, la locomotive Lady Bell attend, muette et sereine, prête à transporter une nouvelle génération vers le royaume de l'imagination, si elle ose s'y embarquer. Walt l'aurait souhaité ainsi, non une relique figée, mais une vibrante invitation à rêver, bâtir, croire que l'irréalisable n'est qu'une voie inexplorée. Telle est la destinée mélancolique du domaine familial Disney, et son éclatant triomphe.